Dorothy, Hello. Sorry, I'm a little late. I just came back from Tripoli, so it was a little crazy. So, how are things? Everything is okay from your end to me? You are currently in Guinea Conakry, right? yes, in sunny Okay. Conakry for the EPI managers meeting. It's been a very, very busy week, but we're very happy to here to support, the EPI managers program and to introduce as well Nossa, é lots of things mático about sem Click surra and the Click Connect as well. Very happy to be Great. here. Fantastic. That's fantastic. All right. So maybe we should start. I don't know. Maybe we need to maybe check the click talkers, the storytellers. Are they connected before we start, or can you verify that? Good morning. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je vais parler en français. Ming va parler en anglais. Donc, comme vous le savez, il y a dans tous les cas une interprétation qui est réalisée par notre collègue interprète. Il me semble que c'est Marie. Donc, merci Marie. On a les participants qui arrivent au fur et à mesure, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps d'attendre. On va juste, en tout cas, saluer l'ensemble des participants, des membres de la communauté CLIC. Vraiment, on est très, très content d'avoir de nouveaux membres également de la communauté. On a aujourd'hui un sujet très, très important et très brûlant. Je pense qu'il concerne beaucoup, beaucoup de pays aujourd'hui, dans un monde dans lequel on se retrouve avec une réduction significative des financements, des subventions habituellement versées par d'autres pays ou par des organisations internationales. On se retrouve vraiment dans une situation difficile pour les pays qui se retrouvent avec des financements qui sont réduits. Donc aujourd'hui, au-delà même de la problématique du financement, on souhaiterait vraiment, vraiment, comment dire, discuter autour de comment est-ce qu'on peut passer de l'aspiration à l'équité en santé ou en vaccination à une vraie justice en santé. Donc, je pense que c'est un sujet également qui nous tient à cœur et pour lequel on a invité une collègue et amie avocate qui va nous éclairer sur cette problématique. Je pense que c'est vraiment l'aspect légal reste encore très minoritaire dans nos conversations, alors qu'en réalité, il faut qu'on dépasse même une volonté politique pour avoir un vrai cadre légal. Donc, chers collègues, encore une fois, bienvenue à cette agora. Next slide, please. On va passer maintenant vraiment. Donc, certains d'entre vous, vous avez l'habitude. Je vais laisser Tommy expliquer en français, en anglais, comment va se passer la traduction simultanée. Tommy, à toi. Oui, merci beaucoup Dorothy. Donc, bienvenue à tous à ce nouveau Kia numéro 11 avec des sujets très intéressants et vraiment les préoccupations principales. Nous vous rappelons que donc cette session sera en deux langues, français et anglais. Et vous pouvez bénéficier en fait de la traduction de notre collègue Marie en fait directement en cliquant sur l'icône interprétation ou si vous êtes sur téléphone portable, les trois boutons plus simplement et choisir la langue que vous préférez. À noter que le volume original et généralement, aux alentours de 20%, vous pouvez décider de le supprimer complètement également dessus. So welcome everyone to this Kia number 11 with a very hot topic and very intense agenda as well. And very pleased to be there with you. Please remember that our colleague, Maris, will actually provide the instant translation interpretation. Simply click on the interpretation button down there, or if you are on a mobile phone, simply click on the three little dots and check for language. You can choose between English and French. Noted that the original language will always be at 20%, but you can decide to mute it altogether. Thank you so much for your time. Please feel free to reach out through the chat as well. We'll be answering your question and we'll be listing out questions to provide, some more conversation regarding the different points that we will see today. I will give the speech to and the floor to our colleagues, Dorothy and Min. Thank you so much, guys, and enjoy the session. Thank you. Merci beaucoup, Tommy, pour cette clarification. Surtout, vous n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous avez des difficultés à vous connecter au service d'interprétation simultanée. En attendant, je vais inviter, I'd like to invite you, Ming. Je vais inviter Ming. Il va nous faire le point des invités aujourd'hui.
Ming, can you let us know about if all the guest speakers they already connected so we can move forward? Did you investigate? Yes, so we have connected with Dr. Gautam, Dr. Ba, and Mr. Bor from Gavi. We are still waiting for Mrs. Samantha. Yves, Okay. Yves s'attendait en fait, quand il a fait le réajustement avec les différents S'il vous plaît, budgets, si vous ne parlez pas dans la conférence, on va vous inviter à fermer votre micro. For the secretariat, please ensure that all are, with a mute mic so we can focus on the conversation. Donc, comme d'habitude, on est les trois facilitateurs du KIA, hein. Bien entendu, il y a Ming qui est responsable des partenariats au sein de Ganeshed, et puis on a également Tommy qui est lui plus focalisé sur l'innovation, puisqu'il assure la direction des innovations en santé mondiale. Et il a aussi pour tâche de travailler avec l'ensemble des ก็ innovateurs เดิน de ไปทำไป Ganesha แล้วชนะ pour นี่ des เพิ่งจะ produits. มาคุย Please mute yourself, please. ก็ Fermez เล่นมา votre ข่าว micro, ปี ne ก็ไม่ parlez ปี pas dans la กัน conversation. Ok, merci. Donc, on va passer au slide suivant pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet. On va regarder l'agenda. Can we move to the agenda, Ming? So we do not have much time for that. So let's move on to the agenda. Ok, donc là, l'agenda, on a prévu un agenda d'à peu près 1 heure. Donc, il y a ce welcome qui est organisé maintenant. Et on aura une introduction à un click talk qui sera réalisé par Maître Samantha Yem. Elle est la fondatrice et la présidente de Samantha Kiss Law Office, qui est basée, elle est basée au Cambodge, mais elle a plusieurs bureaux en Asie du Sud-Est, mais également aux États-Unis. Samantha est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Elle est une ancienne réfugiée cambodgienne, hein, dans les camps thaïlandais, et elle a démontré par sa ténacité, sa détermination, une réussite exemplaire qui peut inspirer beaucoup de femmes et beaucoup d'entre nous. Elle nous parlera plus particulièrement de pourquoi est-ce que la justice en santé devient un élément absolument crucial pour aider les pays à, on va dire, transitionner de l'aide peut-être unique quelquefois pour des programmes de santé. Et on verra aussi comment cette exigence de la justice en santé peut aider vraiment de passer à une aspiration, une volonté d'équité, à un vrai droit et une vraie obligation d'accéder aux services de santé. Donc ça, on verra ça avec Samantha tout à l'heure. Elle fera le premier Click Talk. On aura ensuite une série de storytelling. Là, l'idée, c'est vraiment d'écouter les pays sur les problématiques autour du financement durable de la santé, des programmes de vaccination. On verra qu'ici, on dépasse un peu la vaccination, puisqu'on aura un exemple aussi autour du malaria, du paludisme, pardon. Et on aura également un éclairage autour de la pérennisation des systèmes de vaccination. Donc, on aura la chance vraiment d'écouter le partage d'expériences et l'histoire qui sera partagée par la Guinée ainsi que par le Népal. On aura ces deux pays qui viendront nous exposer et nous partager vraiment leurs préoccupations et quelles innovations en matière de financement ils ont réussi à réaliser. À la suite de ce partage d'expérience, on aura l'intervention de Monsieur Emmanuel Bor, qui est le directeur du département de financement et pérennisation de la vaccination au sein de Gavi. Donc, c'est un expert en finance. Il viendra vraiment réagir sur l'histoire partagée par la Guinée et le Népal et fera probablement des recommandations importantes en termes de mécanismes innovants pour permettre au pays de passer cette phase un peu délicate de la réduction ou carrément l'arrêt des financements pour la vaccination, pour la santé. On aura ensuite une petite réflexion, hein, on n'invitera l'ensemble des participants à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut aussi dans cette situation où l'innovation est devenue non plus une option mais une obligation, un besoin énorme puisque les défis rencontrés par les pays restent tellement difficiles à surmonter avec les pratiques traditionnelles. Donc, comment est-ce qu'on réussit malgré tout à maintenir les nouvelles approches et les innovations pour surmonter les obstacles persistants à l'équité?
Et puis, on aura une session finale où vraiment l'idée, ça serait de faire un appel à l'action, vraiment inviter les participants à devenir des ambassadeurs de cet aspect de la justice en santé, de l'importance d'avoir des financements pérennes, une diversification des financements. Donc, voilà pour l'agenda. Donc, on va pouvoir passer à la session la slide suivante. Slide suivante, s'il vous plaît. Next slide. Alors là, c'est vraiment, bon, on va aller très très vite parce que c'était vraiment pour nous cadrer, vraiment cadrer pourquoi est-ce que le KIA, le Knowledge Innovation Agora numéro 11, pourquoi on est là aujourd'hui ensemble. Donc là, vraiment, c'est pour nous d'avoir une discussion, une plateforme, un dialogue avec les gouvernements pour vraiment écouter leurs besoins, ce qu'ils font également, comment est-ce que ça peut inspirer également d'autres pays. Euh, donc, sur la question du financement durable reste un élément essentiel aujourd'hui. Et également, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aborder le retrait des subventions, des bailleurs de fonds, et comment les pays peuvent gérer la pression budgétaire, hein, puisque vous savez que dans nos pays, on a une pression énorme et des compétitions, on va dire, hein, des concurrences de programmes de santé, d'investissement dans la santé. Donc, il y a une pression budgétaire qui est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Et puis, comment, bien entendu, on passe de cette idéalisation de l'équité en santé vers une vraie justice en santé. Comment vraiment on peut faire en sorte qu'un cadre légal soit établi dans les pays pour que cette équité ne soit plus une aspiration, mais une vraie obligation et un droit à l'ensemble des communautés. Un autre point est également de voir, donc c'est une stratégie probablement qui sera proposée par Monsieur Bor, hein, on ne sait pas encore, il va voir par rapport à ce que les pays vont proposer, mais du point de vue de l'ANICHED, on pense que réellement, pour pouvoir s'en sortir, il faut apprendre, tester en tout cas des mécanismes réalistes de diversification des financements, d'où l'innovation, l'importance de changer la manière dont on finance nos programmes de santé, et puis d'avoir des partenaires et des experts qui réagissent sur les besoins des pays. C'est vraiment un objectif de notre KIA aujourd'hui. Et puis, comment est-ce que cette expérience de la Guinée, hein, qui représente vraiment une expérience, une voie, on va dire, de l'Afrique, et comment également le Népal, qui représente une voie de l'Asie, hein, peuvent aussi nous inspirer sur leurs pratiques innovantes de financement d'un programme comme le programme paludisme ou comme le programme vaccination. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que vous êtes intéressés par le sujet. Nous, ça nous passionne et on espère surtout que vous allez contribuer puisqu'on a besoin aussi d'apprendre de plus de pays, hein. Aujourd'hui, on met en lumière la Guinée et le Népal, mais en réalité, on invite tous les pays qui participent aujourd'hui à s'exprimer également et à partager d'autres financements innovants expérimentés dans les pays. Donc, suivante, next, please. Donc, voilà un petit peu les objectifs, à pourquoi on est là aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous d'accord. Et peut-être un petit éclairage de temps que notre amie Samantha nous rejoigne. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Ganesha et ses partenaires insiste et souhaite vraiment lever la voix sur cet aspect de justice en santé. Pour nous, en fait, l'équité en santé, bien entendu, c'est vraiment un souhait, on va dire, une volonté de répartition équitable des soins et des services de santé, hein, à l'ensemble des communautés et surtout celles qui se trouvent dans des zones extrêmement éloignées et qui sont fragiles et pour lesquelles vraiment ces prestations ne sont que très peu disponibles, pas du tout disponibles. Donc ça, on voit depuis des années, on en parle depuis des années, c'est notre motto à tous, hein, atteindre les enfants zéro dose, réduire les inéquités en santé, c'est vraiment notre desiderata. Malheureusement, aujourd'hui, on doit reconnaître que cette équité, qui repose beaucoup sur les financements, devrait également s'appuyer sur un cadre légal, d'où l'importance de discuter avec les pays et avec des experts dans le domaine de cette justice en santé.
Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais partager avec vous et pourquoi c'est important pour nous. Euh, Aujourd'hui, on verra, hein, je pense que Samantha nous expliquera. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'on se pose vraiment la question des structures légales? Donc, c'est vrai qu'on voit dans beaucoup de constitutions, dans des stratégies, le principe ou l'aspiration de l'équité est en général une volonté politique, mais malheureusement absolument pas garantie juridiquement et structurellement. Donc, il n'y a pas forcément cette redevabilité vis-à-vis de cette justice en santé. Donc, on pense qu'il faut vraiment aller au-dessus du concept même de l'équité en santé et encore plus quand l'argent n'est plus là. Donc, on veut également attirer votre attention sur notre responsabilité de protéger les communautés, les pays contre la régression. La régression en termes d'investissement, en termes d'appui structurel, de financement pour la santé. Donc, on veut vraiment voir comment est-ce que nous, on peut ensemble lutter contre cette régression des moyens financiers. Un autre point également très important, c'est qu'en réalité, on ne devrait pas tout faire reposer sur les épaules d'un donateur ou d'un bailleur de fonds ou d'un gouvernement ou d'une communauté, etc. On a vraiment une réflexion, je pense, de discuter, mais qui est redevable de tout ça? Qui doit porter les responsabilités autour de cette équité en santé et cette justice qui est absolument aujourd'hui nécessaire et crucial pour qu'on s'assure que on aura qu'on n'aura pas plus de population livrée à elle-même en dehors du système et qui meurt en fait. Hein. Et c'est la réalité. Je pense qu'il faut pas mâcher les mots. Et nous sommes tous responsables aussi de lever cette voix. Et j'espère qu'au cours de ce qu'il y a, vous serez également passionnés et que vous pourrez également porter cette voie de la justice en santé qui devient incontournable aujourd'hui. Donc voilà, bien entendu, hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas bien entendu, bon, c'est le principe de l'équité. On veut vraiment aller là où les communautés sont fragiles, ne sont pas atteignables, elles sont vraiment vulnérables et laissées pour compte. Et un autre point essentiel qu'on verra également, hein, c'est la redevabilité partagée et la transparence euh, la transparence en termes de prise de décision qui fait que un pays va avoir tant d'argent par un bailleur de fonds, qui fait comment faire que même les investissements domestiques hein, du gouvernement garantissent cette justice en santé. Donc voilà. Donc on verra euh, qu'au travers de cette justice en santé, vous verrez que c'est un élément qu'on va pas seulement parler aujourd'hui, on va continuer à porter cette voix au-delà de ce 11e qu'il y a. Hein. On va vraiment s'interroger toujours de qui est protégé, qui paye pour les pays, qui est laissé pour compte. Et c'est, je pense, une voix, il faut qu'on réunisse nos voix pour cela. Voilà. Next, please. Donc, je ne sais pas si on, I think we can go next, please. Voilà. Donc, peut-être, on va laisser peut-être Samantha. Est-ce que Samantha nous a rejoint, Ming? Sorry, Dorothy. It seems that Mrs. Amata Yim is has not connected. We contacted her, but it seems like she's Maybe currently busy. Okay, But maybe she had yes, not a problem. We yeah, will she can come back even at the end. yes, On peut attendre même Samantha, elle peut venir, elle a dû avoir une urgence. Mais moi, dans tous les cas, juste pour attirer votre attention sur le cadrage juridique de la justice en santé, c'est que Samantha elle va vraiment nous expliquer la différence entre l'équité et la justice en santé. Comment est-ce que le défi juridique et éthique se pose hein, dans une époque où les bailleurs de fonds se retirent de manière significative. Et puis également, donc ce qu'on disait, hein, elle va exposer le principe de non-régression. Hein, il y a une loi internationale qui explique bien que on peut pas quitter, on peut pas donner puis retirer subitement. Donc voilà, c'est vraiment très important qu'on soit très vigilant que cette transition des donateurs, cette réduction des donateurs ne vienne pas occasionner des régressions
en termes d'équité en santé. L'obligation des États, bien entendu, hein, puisque les États ont déjà, se sont engagés hein, il y a quelques années d'investir 15% de son budget domestique à la santé. Aujourd'hui, on sait très bien que les pays n'ont pas atteint, hein, nos pays en développement n'ont pas atteint ces 15%. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis, la responsabilité partagée des organisations internationales, comment est-ce qu'on fait en sorte que les pays soient en mesure de diversifier leur financement et de ne pas dépendre d'un seul grand bailleur de fonds. Donc voilà, donc c'est la raison, toute cette logique de conversation qu'on aura aujourd'hui, c'est vraiment de voir est-ce que la justice, la loi permettrait de guider cette diversification des financements au niveau des pays. Moi, je ne parle pas au niveau international parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que cette justice soit dans les pays. Voilà. So, Ming, if Samantha is not, can move to the country. Ming, est-ce que nous avons nos représentants des pays? Est-ce que la Guinée est là? Est-ce Yes. que le Népal est là? Je pense qu'on Yes, va passer. Dr. Ba is ready. Okay, so let's move on to the slide deck, to the correct slide deck for Dr. Ba. Dr. Ba, comment allez-vous? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Dr. Ba? Oui, je vous entends. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue au KIA et un grand Je vais bien. merci, voilà, un grand merci de votre participation. Donc là, aujourd'hui, on aura 4 experts, hein. Normalement, Samantha qui viendra peut-être faire sa présentation, son explication, son éclairage à la fin du clic. Donc on a vous, docteur Ba, hein, qui nous rejoignez de la Guinée. Donc vous êtes en Guinée en ce moment ou vous êtes où? Vous êtes en Guinée, hein? Je suis en Guinée, oui. Très bien. Vous êtes à Conakry? À Conakry, oui. D'accord, j'espère que tout va bien. Donc merci, un grand merci de votre participation et de votre intérêt à partager votre expérience pour inspirer d'autres pays. Donc vous raconterez l'histoire de la Guinée en termes de financement pour le programme national de lutte contre le paludisme. On aura également, je ne vois pas pardon, on aura docteur, excusez-moi, j'ai un problème avec mes yeux, docteur Abhiyam Gautam, qui est lui administrateur, senior administrateur en santé. Il est un expert en santé publique et il est le responsable national de la santé de l'enfant et des services de vaccination. Donc, on aura l'honneur également, après l'honneur d'avoir la Guinée qui partagera son expérience, on aura l'honneur d'avoir le docteur Gautam qui viendra partager également son histoire autour, cette fois-ci, plus de la vaccination, un sujet qui nous intéresse également. Et puis, nous aurons Emmanuel, département financement et pérennisation de la vaccination au sein du secrétariat de Gavi, qui lui pourra réagir vis-à-vis de ces partages d'histoire et peut-être également faire des recommandations au pays en termes de comment s'assurer de la pérennisation du programme de vaccination et peut-être avec des mécanismes innovants de financement. Donc, on applaudit beaucoup les intervenants qui ont vraiment accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour partager. Merci beaucoup, hein, on les applaudit très chaleureusement. Et on va commencer par vous, docteur Ba. Donc, je vais laisser la parole. Allez-y, docteur Ba. Can you move to the next slide? So Dr. Ba is going to start. Voilà, donc Monsieur Ba, vous avez donc 10 minutes pour partager votre expérience. L'idée, c'est qu'on veut susciter la discussion, le dialogue avec d'autres pays et puis également aller à l'essentiel de savoir comment se passe cette expérience pour vous, comment ces nouveaux financements, ces nouvelles façons d'aborder le financement du programme PALU se passent au pays. Donc, à vous, docteur Ba, vous avez la parole. So, Merci bien.
15 minutes. Ming, can you confirm 10 or 15 minutes for the It's so, just 10 for minutes. Yes. 15? 10. It's 10 minutes. 10 minutes. Donc 10 minutes. Allez-y, docteur Ba. On vous écoute et bonne chance. Merci. Merci Merci bien. bien, Bonjour bonjour à à tout le monde. Malheureusement, je ne vois pas la présentation. Là, je vais avancer Ah, en je pense que attendant. vous avez un petit problème également d'écho. Donc, est-ce que vous êtes connecté sur votre téléphone ou sur votre ordinateur? Bon, les deux, parce que j'ai des problèmes avec mon... Ah, donc vous avez Okay, so maybe, ouais, yeah, si maybe vous ne you voyez should pas mute l'écran, one the device. et déjà peut-être qu'il faudrait fermer un des micros de vos appareils. Si vous avez deux appareils, il faut en laisser qu'un seul d'ouvert, sinon ça provoquera de l'écho. Et la deuxième chose, vous avez peut-être des problèmes d'Internet si vous ne voyez pas l'écran. Donc, est-ce qu'il vous est possible d'utiliser une 3G ou quelque chose comme ça pour vous permettre de bien regarder? Euh, Perhaps when we're waiting for Dr. Ba to adjust his technicality, I can introduce Dr. Ba a little for our audiences. Absolutely, absolutely. Yes. And please, OK. Donc, bonjour Emmanuel Bord. J'ai vu que vous étiez connecté également. Un grand merci hein, pour votre participation. Donc, on espère que les histoires partagées par la Vous Guinée, le m'entendez, Népal. s'il vous plaît? Oui, on vous entend maintenant. On vous entend sans écho. Voilà, Merci. merci beaucoup. On avait Donc, quelques Monsieur soucis Ba, Monsieur Voilà, Ba, oui, Monsieur Ba, oui. il semblerait que Ming va vous introduire d'abord. Il va présenter qui vous êtes. Il a reçu votre bio, donc il va le faire en anglais. Et ensuite, vous aurez la parole. Il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute. Thank, Merci, Monsieur Ba. thank you, Dorothy. Thank you, Dr. Ba. So, everyone, Dr. Kambanyaba is the head of institutional relations and partnerships at the National Malaria Control Program of Guinea, with more than 20 years of experience in health services, development, and humanitarian operations. He has worked with the Ministries of Health, Catholic Relief Services, the Red Cross, Save the Children, and SONDIS. His experience include coordination supports, strategic documents for developments, whole procurement systems, and large-scale logistics for malaria prevention campaigns. He holds an MBA in health services management, a master's degree in biological analysis, and additional certifications in public administration, supply chain management, and international logistics and crisis management. So I hope Dr. Ba is ready for your presentation. I will leave the floor to you. Merci bien. Ah, Voilà, donc on va aller à l'essentiel. Et merci pour le thème et merci de s'intéresser à la Guinée et l'expérience que nous avons. Bon, comme ça, bon, je n'ai pas fait de plan de présentation, mais on va aller rapidement parce nous n'avons pas de temps. Diapo, s'il vous plaît. Bon, je vais présenter les généralités et les tendances du paludisme en Guinée, juste pour un rappel. Comme vous le savez, le paludisme est la principale cause de consultation en Guinée, de morbidité et de mortalité. Et de ce fait, il est une grosse charge financière pour les ménages, ce qui fait que 60% des dépenses de santé des ménages est de 60% de dépenses en santé. Et aussi une faible participation de l'État dans la santé, qui est de 4 à 5%, contrairement à l'engagement d'Abuja qui demande 15%. Et en Guinée, en 2012, la prévalence du polio était à 44%, selon l'enquête EDS. Et en 2016, nous l'avons ramené à 15%, mais malheureusement, à cause de Ebola, on a eu des difficultés, on est remonté à 17% en 2021. Pour le moment, on n'a pas fait les dernières enquêtes pour savoir à quel niveau on se situe. Mais je crois qu'on est en train de tenir cette position. Donc, diapo. Et là, c'est la stratégie de lutte que nous mettons en place. Il y a la prise en charge, la prévention. Et là, nous avons des interventions avec les intrants que nous utilisons pour aboutir à la réduction significative du paludisme, de la morbidité et de la mortalité, comme c'est dit dans notre PSM. Diapo.
Jambo sana. Encore diapo, j'ai dépassé la partie. Voilà. Donc ça, c'est la situation financière ou notre source de financement en Guinée. L'État finance, bien que c'est petit, mais l'État finance. Et nous avons le Fonds mondial, dont CRS, Catholic Relief Service, qui est le Know that PIA, when you et have les a autres, meeting schedule, you are actually coming, unlike so many colleagues around there. il y a les autres agences d'exécution, Plan International, Child Fund, FMK, OCPH. Et de l'autre côté, nous bénéficions du financement de l'USAID, du PMA à travers l'USAID. Nous avions le projet PSM, Santé intégrée et notre santé. Malheureusement, avec la fermeture de l'USAID, on a perdu ce financement. Ensuite, nous avons l'AMF qui nous achète les moustiquaires pour la distribution de campagne. Bon, ça c'est le gros bailleur, mais en plus de cela, là, nous avons d'autres bailleurs, la Banque mondiale, Allemand, AMP, la Fondation Melinda, Bill et Melinda Gates, on a PAF, on a la Fondation Orange Guinée, on a la Chambre des mines de Guinée, nous avons beaucoup d'autres ONG locales qui nous appuient. Diapo. Et de ce fait, de cette dépendance extérieure constitue un gros risque pour notre programme. Parce que nous l'avons vécu déjà, on s'attendait, mais avec le retrait de l'USAID, ça nous a créé vraiment des soucis dans la mise en œuvre de nos interventions. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Yes. Ok. Voilà. Là, c'est le paysage des partenaires que nous avons. On les a listés, bien que la liste n'est pas exhaustive. Et quand vous regardez à gauche la carte de la Guinée, vous voyez chaque intervenant dans quelle région il est positionné. Il y a des régions qui ont 2, 3 participants. Donc, déjà, ça montre notre vulnérabilité parce que quand un se retire, c'est que la région devient orpheline. Diapo. Pour revenir maintenant à notre thème, la promotion de l'équité et de la justice en matière d'accès aux soins de santé, pour permettre à tout le monde d'accéder, nous avons rendu, quand vous regardez à gauche la liste, là, nous avons rendu les intrants gratuits pour tout le monde. Donc, ce qui permet même aux foyers à faible revenu d'accéder aux soins antipaludiques. Et aussi, il y a des endroits où des structures privées publiques n'existent pas, c'est des structures privées qui sont installées. On les a intégrées dans la prise en charge du paludisme et à des conditions que la structure accepte de donner gratuitement les intrants antipaludiques et nous rapporte les données pour nous permettre de faire le suivi. Et ça, on a eu quelques difficultés après le retrait de l'USAID. Ensuite, il y a la campagne de distribution de moustiquaires qu'on fait de masse. Et je rappelle juste, je signale, de 2013 à maintenant, là, on a distribué plus de 40 millions de moustiquaires à travers le pays. Donc, c'est une façon entre guillemets, de démocratiser l'accès aux sciences, au MILDA. Donc, tout le monde bénéficie, il n'y a pas de choix. Et au-delà de ça, nous faisons des interventions spécifiques. Et ça, c'est pour les couches les plus vulnérables. Et par ça, nous faisons la distribution de routine des moustiquaires pour les femmes enceintes et les enfants à la naissance. Depuis 2013, on a distribué plus de 4 millions de moustiquaires pour ce groupe cible. Nous faisons le traitement de paludisme intermittent chez les femmes en grossesse, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Nous faisons la CPS dans 17 districts sanitaires. Là, c'est pour protéger les enfants de 3 à 59 mois. Et nous venons d'introduire le vaccin antipaludique en Guinée. Nous sommes en phase pilote et nous couvrons 4 districts sanitaires pour le moment. Et nous comptons vraiment étendre ça et routiniser ce vaccin. Et aussi, nous avons fait le panier commun des intrants antipaludiques. Au début, chaque partenaire achetait les intrants pour sa zone. Nous avons dit que plus que les intrants appartiennent au pays, c'est mieux de faire un panier commun où nous prenons, nous gérons dans l'équité, nous amenons là où se trouve le besoin, au lieu de dire que les intrants sont dans l'entrepôt, mais comme ce n'est pas le bailleur de la zone qui a acheté, donc on allait passer à côté de l'équité. Ensuite, toujours dans l'équité, on collabore avec les OSC pour nous permettre de faire de la veille citoyenne.
Ça, c'est une façon d'avoir un œil extérieur sur nos interventions sur le terrain et qui nous remonte souvent quand il y a des difficultés pour que nous prenions rapidement des mesures correctives. Et toujours dans l'équité et la justice en santé, nous faisons de la mutualisation avec le PEV et la CPN quand nous faisons la CPS. Et là, c'est d'aider les enfants qui ont des problèmes avec leur calendrier vaccinal ou des femmes enceintes qui n'ont pas suivi leur calendrier. On essaie de les rattraper et gérer ça rapidement. Maintenant, juste à droite, nous avons un cas concret que je vais partager avec vous, que nous avons innové. Il s'agit de l'arrêt, quand nous avons eu l'arrêt de l'USAID en 2025, cela nous a causé un manque de près de 4 millions de dollars pour distribuer les moustiquaires dans la zone que couvrait PMI. C'était 13 districts. Immédiatement, on a fait un plaidoyer auprès des partenaires pour faire une mobilisation qui nous a permis de mobiliser plus de 2,4 milliards de dollars pour pouvoir, avec ce minimum de ressources, pouvoir faire la distribution dans les 13 districts. Parce que si le Fonds mondial continue à financer dans ces 20 districts et que les autres ne bénéficient pas, c'est qu'il n'y aurait pas eu justice ou équité dans le pays. Donc, nous avons mobilisé tous les partenaires qui nous ont permis vraiment de collecter 2,4 milliards de dollars. Et ça, c'était PAF qui nous a aidé auprès de la Fondation Bill et Melinda Gates, CRS qui nous a accompagnés auprès de Pandora Ploch, et l'AMF aussi qui a mobilisé de l'argent en plus des moustiquaires que l'AMF nous a donné. Et aussi, le retrait de l'USAID a impacté la CPS. Là aussi, nous avons pu, GUEL nous a aidé pour faire la CPS dans la zone PMI. Je veux parler des districts du Nord que PMI couvrait. Ensuite, il y a la Fondation Orange Guinée qui nous a aidé à avoir 1000 moustiquaires pour compléter la distribution de campagne de masse qu'on a eu à faire. Et la Fondation Orange Guinée est domiciliée en Guinée ici. Diapo. Maintenant, les mécanismes de financement innovants que nous sommes en train de faire en Guinée, l'une des recommandations de notre plan stratégique, c'est le développement du partenariat public-privé. Et ça, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous collaborons avec des ONG locales qui travaillent dans la lutte contre le paludisme. Ce n'est pas de l'argent qu'ils nous donnent, mais ils nous permettent de faire des actions sur le terrain pour la mise en œuvre de nos activités. Et nous collaborons avec les OSC pour faire le plaidoyer pour nous pour la mobilisation des ressources. Et ensuite, actuellement, nous sommes en train de négocier pour la mise en place du conseil d'élimination du paludisme. Le dossier est sur la table du ministre et ça, c'est un conseil qui va mobiliser des grands décideurs et des grandes entreprises pour que vraiment ils prennent le paludisme comme étant une priorité, un problème de santé publique en Guinée, pour nous permettre à chaque fois de combler le gap de notre PSN pour que nous puissions mettre en œuvre toutes nos interventions. Et le dossier est sur la table du ministre. Bientôt, on estime que ça sera signé, on pourra le mobiliser. Et ce que j'avais oublié de noter aussi, c'est notre constitution prône l'égalité et le droit à la santé à toute la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Enfin, je pense que c'est vraiment très, très inspirant. On peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. N'hésitez pas à applaudir Monsieur Dr Ba parce qu'il a vraiment partagé avec nous des éléments intéressants hein, sur des fonds catalytiques, des partenariats publics-privés, la mutualisation de l'achat des intrants pour le programme. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et je propose que nous prenions les questions après la présentation du Népal. On va mutualiser l'ensemble des questions. Il se peut que des questions soient les mêmes à la fois pour les deux pays. Donc, je vous propose de bien vouloir noter vos questions directement dans le chat ou de les garder. On va prendre 5 minutes tout à l'heure pour prendre les questions et ensuite on aura la réaction d'Emmanuel Bord du secrétariat de Gavi par rapport à ses expériences. Allons-y maintenant. Après la Guinée, on prend l'avion pour aller directement au Népal.
Dr. Gautam, please, this is your, are you available? So Ming is going to introduce you, Yeah. and then you will have 10 minutes to explain about your innovative funding mechanisms and how your country envision health justice. Over to you. Ming, over to you, and then Yes. Dr. Thank you, Dorothy. So everyone, Dr. Abhiyant Gautam is a distinguished public health expert and senior health administrator at the Ministry of Health and Population of Nepal. Dr. Gautam has dedicated his career to advancing child health and immunization services across the nation, with extensive expertise in health governance, policy formulation, and epidemiological surveillance. He has played a pivotal role in shaping Nepal's immunization landscape and public health strategies. So I hope that Dr. Gautam is ready. Over to you, Dr. Gautam. Yeah, thank you. Can I have the slide, please? Or shall I project it myself? Next We slide, will, next yes. slide, please. We're moving to the next slide. Okay. Thank you so much. And good afternoon, everyone. My name is Dr. Abhiyan Gautam, as stated, and I'm working as a Chief of Child Health and Immunization Service Section in Nepal. And we have, and thank you very much for the opportunity for giving me a chance to present here. And Government of Nepal has prioritized immunization as the priority one activities in Nepal, and it has always promoted in any of the forum, any of the activities in all the levels on all tiers of government. Could you please move forward? Next slide, please. Yeah, thank you. And this is our vaccination schedule, and it has national immunization program started in 1977 with two vaccines and four antigens in three districts. Now it has in 1988. From 1988, it was expanded to all over the country, and other vaccines were also added. And now we are providing vaccine against 14 vaccine preventable diseases. 14 antigens are provided in totally free of cost. And it is right-based approach. Since we have Immunization Act in Nepal, in my next presentation, we'll be discussing more on that. And we have also been, Gavi has also supported us in some vaccines, in even in the campaigns. Gavi has always supported us, and we can see the color here. Those vaccines which are in blue color, and those are supported from Gavi. And those are in green color are directly procured from government of Nepal. And in as we have moved from moved to the initial preparatory transition phase, the co-financing liability has increased, and we are committed for that. And Gavi has also supported. A newly introduced vaccine was HPV, human papillomavirus vaccines, targeted to the adolescent population. Next slide, please. And we have been providing vaccines from 19,000 vaccination session, and including private and government sector. So we have developed national immunization strategy, and which has enabled us to introduce new vaccines and do a lot of innovative activities. And within the same umbrella, we have multiple branches, multiple technical working group, which actually guide us to implement various type of activities in Nepal. And out of it, I have I will little explain about the financing, immunization, and sustainability things in my subsequent slide. Next slide, please. Yeah, this is the source of funding for immunization in any work plan and budget. And if you see the trend, as I stated, Gavi has always been supporting us, and regarding the vaccination, and we are receiving 6 type of vaccine, as I said, and that is through co-financing, and one vaccine in free of cost, that is IPV for polio. And every year liability is increasing. That is an increasing trend, and government has to spend that, and government has some commitment also. Ministry of Finance has some commitment also.
In the next bar graph, down in the graph, I have shown the expenditure in programs apart from the vaccines. Um, it is fluctuating. In COVID, it was high during COVID-19. We received a lot of support from Gavi. Now the support is being decreased, and we have also developed FPP, that is full portfolio planning. Um, Up to that is the annual work plan for 4 or 5 years. That's a full portfolio. And in there, we have also planned to introduce innovative activities, and that is also supported by Gavi. But we are receiving informal news from Gavi. Colleagues from Gavi has also joined. He will explain more. That the funding will be reduced, and country has to increase the budget. And that's the new news for us. And government has now started to increase the fund, but despite a lot of challenge in the country, um, country has managed to secure the fund for the immunization and other activities, on other related activities. But we have some challenge on that part as well. And government of Nepal finance for national immunization program has increased from 36% in last fiscal year to 55%. That means the government is committed, but there is still challenge in the domestic fund. And Nepal moved to prepared transition, as I already shared, and we are committed to all sorts of regulation, international regulation. So we have to prioritize vaccination. Next slide, please. Along with the Gavi, so far Gavi has been so instrumental, and we have been receiving support from 25 years, and Gavi has supported more than $500 million as of now. So we are very thankful to Gavi, and at the same time, USAID was also supporting us, and everybody know about the situation of USAID now. And example of last year was uh, USAID committed around $700,000 for national immunization program, but unfortunately the program was cut down. And next slide, please. I will explain more there. And now I think we have to, yeah, this is our Immunization Act, and this is the first country in WHO Sierra region to have a act that is uh, it was it was it was launched in 2016, and it has regulation also, and it has enabled us to do a lot of important decisions. It has a expert team of it has a expert committee which has enabled us to make a crucial decision regarding the new vaccine introductions or AEFI investigations, and there are a lot of things that we um, make decisions from this committee. And next slide, please. And this act has also enabled us to intervene some zero cost intervention. For example, immunization ambassador. I would like to give example of the recent HPV vaccination campaign where we announced we selected Manisha Koirala, one of the famous actress in Southeast Asia, and we made her as a immunization ambassador. That means she is promoting vaccination, and everybody is recognizing her. And then now everybody is sharing the social media content, whatever she shares, and that is how social media we are boosting the key masses of vaccination through immunization ambassador, and this act has enabled us to do a lot of innovative activities. And next plan for us is to initiate to invest more on the digitalization thing, that is vaccination registration and digital micro planning. We are, I think, doing all sort of activities in paper based, but the digital system is lacking in the country. That is why we have to invest more on digitalization. But the question is, where is the fund now? And there is everybody has uh, everybody has shown willingness to spend more fund in digitalizing things. They want to initiate the new activities, but because of such challenges, funding challenges, we are not able to initiate it. Next slide, please.
And for the funding things, yeah, next slide, please. And for the funding things, we have also in the act, it has provision that we have a immunization fund. There should be immunization fund, and every year country has to, you know, put some money in immunization fund, and we are doing that. But there is huge number of expenditure, but we have little money to in the pool fund. In the immunization fund, and that's why that's the fund that is available is not sufficient to operate all the things um, that is needed in the country. And this is the summary of what I presented. National Immunization Program is a priority one program of Government of Nepal, and country is committed. That's why we have increased the fund in the annual work plan budget. And not only the federal level, but also the province and local government has initiated to put some amount for the operational cost of National Immunization Program. And we have a Immunization Act, which has enabled us to do a lot of innovative activities in the country. Thank you. Thank you, everyone. That is all from my side. Thank you. Thank you so much, Dr. Gautam. I think it was an excellent and concise presentation and setting the scene on how the country is currently coping with the situation. And I think that your country is the first country to have a specific act for the immunization program. So congratulations. I think that we received some questions. So we are going to take 6 minutes to discuss, maybe to address the questions from the chat. And then we'll invite from Gavi Secretariat with current for innovative funding for the immunization program, sustainability, and so on, even the sustainable funding. Sorry, I will switch into French because I was supposed to speak French. Donc, Emmanuel, vous allez, on va prendre quelques questions et ensuite on va vous donner la parole. On a 5 minutes de questions-réponses et ensuite on va vous passer la parole pour réagir sur ces deux partages d'expérience du Népal et de la Guinée face à cette difficulté de diminution financière et aussi les initiatives qui ont été prises. Peut-être que vous pourriez également nous éclairer sur d'autres mécanismes de financement déjà introduits par certains pays et qui pourraient peut-être aussi renforcer les mécanismes de financement des deux pays qui viennent de partager, mais aussi d'autres pays. Merci beaucoup. On commence par la première question. On va commencer par la Guinée, pardon. Je crois qu'il y a une question. Bon, déjà, première question de ma part, et c'était par rapport à la mobilisation des fonds catalytiques. Vous avez réussi à mobiliser différentes sources de financement. Et donc là, on comprend que ça réussit à maintenir les interventions. Et comment, finalement, cette option que vous avez essayé un peu en urgence pour maintenir, est-ce que le pays souhaite institutionnaliser ça pour une stratégie plus durable? Can you repeat yourself, Dr. Lut? Yes, thank you. Vous avez compris ma question et je crois qu'il y a une autre question également qui concerne également la Alors, vous participation m'entendez? financière. Oui, il y a une deuxième question sur la participation financière. Vous entendez, Dr. Ba? Vous nous entendez? Je ne vous entendais pas, je n'ai pas parti, la connexion m'avait lâché. D'accord. C'était une question par rapport au fonds catalytique. Vous avez mobilisé des sources de Oui. financement différentes pour réagir à un problème à un moment donné. Est-ce que le pays Oui. souhaite institutionnaliser ces fonds catalytiques? Donc ça, c'est plus pour une stratégie, on va dire, de durabilité de la mobilisation des ressources. Et vous aviez également une autre question à propos des 60% de contributions financières des familles, des communautés. Et donc là, de savoir, est-ce qu'il y a une stratégie spécifique pour les communautés qui n'ont pas les moyens de financer 60%. C'est un peu la problématique de l'équité. Et puis, il y a une autre question, je vais prendre pour vous.
Ou alors c'est bon, je pense que c'était... Il y a une question pour les deux également, c'est quelle a été la stratégie interne du pays pour avoir de tels investissements en santé priorisés pour le financement avec des financements locaux? Comment le ministère de la Santé, le ministère des Finances et les autres ont été engagés? Voilà, c'est un peu plus sur l'aspect un peu de redevabilité, de mobilisation institutionnelle pour avoir des financements euh, complémentaires, avec des financements locaux complémentaires. Donc, je crois qu'il y a également une autre question encore pour vous. Je suis désolée ah non, c'est pour le docteur Voilà, vous également, pour docteur Ba, encore une autre question. Étant donné la dépendance importante sur les partenaires externes, comme le Fonds mondial, PMI, IMF et World Bank, comment comment on mesure en fait la mobilisation des ressources domestiques? On fait que la Guinée priorise cette mobilisation des ressources internes pour la pérennisation du programme long terme. Donc, c'est un peu des questions qui renvoient vers l'aspect, on va dire, un peu plus institutionnel. À vous, docteur Ba, vous avez 3 minutes pour répondre, pour donner quelques pistes de réponse. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais je pense que vraiment de manière tout à fait transparente, comment ces initiatives un peu, on va dire, ponctuelles, elles pourraient être plus institutionnalisées. À vous. Euh, Merci beaucoup. Je crois qu'il y a certaines questions qui se recoupent. Je vais essayer de donner des réponses globales. Pour la première question, par rapport à la mobilisation que nous avions eue avec les partenaires pour avoir les 2,4 millions de dollars, c'était juste une mobilisation de ressources pour un dépannage. Parce que nous avions engagé déjà la distribution des moustiquaires. Les moustiquaires étaient sur place. On vient nous dire d'un seul coup que tout est arrêté, même les gestionnaires d'entrepôts de quitter les lieux. Donc, on avait besoin de ressources pour que, franchement, tout le pays puisse bénéficier de la couverture universelle. Donc, c'est juste un dépannage. Maintenant, par rapport à la pérennisation, c'est ce qui fait qu'on est en train de mettre en place le conseil d'élimination du paludisme. Là, c'est avec l'appui Allemands que vous connaissez. Donc, c'est l'État même qui va s'engager. On va mobiliser certains ministères ou certains ministres même avec des grandes entreprises en Guinée pour qu'ils nous aident vraiment à mobiliser les ressources dans la durabilité et avec le projet Simandou, voir comment intégrer, s'insérer dedans. En ce qui concerne les 60% des dépenses des ménages, c'était une enquête. Bon, on n'a pas fait les dernières enquêtes, mais c'était ce que les ménages font. Et nous, pour garantir l'accès de soins à tout le monde, on a rendu les intrants antipaludiques, le traitement antipaludique gratuit. Et comme ça réduit les charges et permettre aux familles ou aux ménages qui n'ont pas suffisamment de ressources de pouvoir se faire soigner. Je ne sais pas Si, c'est très bien. Merci beaucoup, docteur Ba. Donc, vous avez une politique pour les indigents également dans votre pays, c'est bien ça? Pour les Oui, personnes en fait, indigentes, pas subvenir. oui, pour le cas du paludisme, on a rendu tout gratuit. Donc, même les indigents viennent à l'hôpital et se prennent en charge, ils ne payent rien. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, docteur Ba. C'était très intéressant comme réponse. Donc, avec cette volonté, à partir d'une solution ponctuelle, de voir comment on peut institutionnaliser. Donc, félicitations à la Guinée. On va passer maintenant à deux questions pour le docteur Gotham. Docteur Gotham, j'espère que vous avez votre service d'interprétation. Je vais parler en français pour les francophones. Donc, le Népal est le premier pays à avoir on va dire dans les pays membres de l'OMS Asie du Sud-Est, à avoir un acte spécifique pour la vaccination qui garantit qu'il y a un fonds immunization dédié. Donc, on voulait savoir qu'est-ce que vous avez provisionné comme mécanismes légaux et de gouvernance pour s'assurer que il y aura vraiment une démarche, une façon de mobiliser de manière très transparente les financements nécessaires au programme. Et deuxièmement,
bon, j'ai compris que vous aviez idéalement établi un guide pour l'utilisation de ces fonds, mais est-ce que vous avez un guide également pour la mobilisation des fonds dédiés à la vaccination? Donc voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, elle porte sur comment, toujours au docteur Gautam, bien entendu, comment le Népal a augmenté son financement domestique du gouvernement de 36% à 55% en une année, et quels ont été les facteurs facilitants qui ont permis cette prioritisation rapide des financements domestiques, et quels sont les risques qui restent encore pour le pays, en sachant que ben, les donateurs enfin, diminuent au fur et à mesure. Donc, vous avez deux questions, docteur Gautam, à vous. Thank you. Shall I start? Yes, please, Yes, go ahead. Yeah, please. thank you. The legal framework, that is Immunization Act, is there, and along with Immunization Act, we have basic health services. The list of basic health services is provided in free of cost. That is written in the Constitution. As per the Constitution, immunization is also included in basic health services. So, and along with the Immunization Act, the program has turned from program-based approach to right-based approach. One child will get a vaccine not as a program, but as a right. And it is a right-based approach, and it has enabled us to advocate more on vaccination. And everybody has some commitment because of that thing. And for example, if someone in the community is not receiving the vaccine, then one can report or file a case if a vaccinator or health worker is not providing vaccines. On the other way, if a parents or caretaker is not willing to provide vaccine, then municipality or the local authority um, can We could not hear you anymore. Dr. Gautam, can you please come back? We couldn't hear you anymore. Bon, ce n'est pas grave. Le temps que Dr Gautam se reconnecte, je pense qu'il pourra tout à fait aussi faire une réponse par écrit, hein, de manière à ce qu'on puisse partager avec la communauté les bonnes pratiques du Népal, mais aussi de la Guinée. Donc, on va maintenant inviter Emmanuel, hein, qui est le directeur finance PRN pour la vaccination. Je crois, peut-être vous pourrez me corriger, Emmanuel. Dans tous les cas, Ming va faire une introduction de qui vous êtes pour que la communauté sache qui vous êtes et de quoi vous allez parler. Et puis, on accueille vraiment avec beaucoup de chaleur les recommandations, vos réactions par rapport aux exemples des deux pays et peut-être quelles sont vos recommandations pour les pays en général. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment surmonter cette épreuve spécifique hein, de transition et de diminution des partenaires financiers. Donc, Ming, please, over to you to introduce Emmanuel, and then he will start reacting on the two storytelling. Yes. Okay, so Mr. Emmanuel Bohr is the Director of Immunization Financing and Sustainability at Gavi, the Vaccine Alliance. He leads Gavi works on co-financing, domestic immunization financing, and transition strategies to strengthen the health systems and ensure sustainable vaccines access. Since joining Gavi in 2017, Mr. Bohr has driven country engagement, including leading efforts in the Democratic Republic of Congo to accelerate routine immunizations. Previously, he has spent 12 years with UNDP, supporting the public financing management reforms across the West, Central, and Southern Africa. Mr. Bohr holds a PhD in public finance from Sorbonne University. So I hope that Mr. Bohr is ready. I would leave the floor to you. Yes, thanks. Thanks so much, Min. And bonjour à tous. Je vais m'exprimer en français et je comprends qu'il y a une facilité pour la traduction. Merci. Oui, il y a une interprète pour ça. Merci. C'est Marie.
Donc, je n'ai pas de diapo à vous présenter, mais je vais essayer de réagir un petit peu à ce qui a été dit. Je voudrais saluer les interventions du Dr Ba et du Dr Gautam pour les expériences de la Guinée et du Népal que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et effectivement, heureux de partager avec vous quelques commentaires et puis quelques suggestions additionnelles. Merci beaucoup aussi à Ganesh Aid pour organiser cet échange sur un sujet très important et merci pour l'invitation. Donc les questions de pérennité et de transition sont effectivement des questions centrales qui sont aussi au cœur des préoccupations de Gavi et au cœur, j'allais dire, du modèle même d'appui de Gavi. Peut-être ajouter que pour les 5 années à venir, qui correspondent à la nouvelle période stratégique de Gavi qu'on appelle 6.0, pour de 2026 à 2030, nous allons mettre en place une nouvelle approche qui a été largement inspirée par la CEO de Gavi, Dr Sania Nishtar, et qui place les concepts d'autonomie, de self-reliance, comme on dit en anglais, et aussi de décision par les pays vraiment au cœur de toutes les stratégies et les changements dans les approches de Gavi pour 6.0, et je vais en parler dans quelques instants. Peut-être rappeler, puisqu'on parle de transition, que c'est quand même un modèle assez unique, effectivement, qui pose aussi certains enjeux, mais c'est pas, il y a vraiment quelque chose assez spécifique avec le soutien de Gavi, qui est un soutien qui a pour but d'amener progressivement les pays à l'autonomie totale en termes de financement des programmes de vaccination. Vous savez certainement qu'il y a déjà 19 pays qui ont transitionné en dehors du soutien classique de Gavi. Peut-être rappeler aussi que dans ce modèle, donc il y a un financement apporté par Gavi pour les achats de vaccins soutenus par Gavi, mais aussi un financement national qu'on appelle le cofinancement. Et ce sont des engagements très concrets des pays qui sont tout à fait significatifs, puisque on va dépasser les 2 milliards de dollars de financement national déjà mobilisés par les pays pour les achats de vaccins depuis l'introduction de la politique de transition et de cofinancement de Gavi en 2008. Et sur les 5 dernières années, on a vraiment une accélération, puisque on va dépasser le milliard de dollars juste pour les 5 prochaines années. On s'attend d'ailleurs sur les années à venir à une augmentation encore de ces cofinancements, et donc ça pose les questions que vous abordez là. Alors, je voulais aussi rappeler et peut-être porter à l'attention des participants qu'il y a une décision assez importante qui a été prise par le conseil d'administration de Gavi, c'était en décembre dernier, de porter le seuil d'éligibilité de Gavi de 1 800 à 2 300 dollars pour le revenu national par habitant à partir de 2026. Donc ça, c'est pourquoi? C'est justement face à cette préoccupation concernant de s'assurer que les pays puissent être dans une trajectoire positive de transition, et au regard aussi du contexte difficile qui est celui des pays, avec à la fois une réduction, comme il a été rappelé dans les deux exemples pays, des contributions des bailleurs dans le secteur de la santé, mais aussi les problématiques liées à l'espace fiscal, qui n'est pas toujours aussi important et aussi élevé que pourrait l'être, notamment au regard de ce qui a été rappelé, de l'aspiration des objectifs d'Abuja. Il y a très très peu de pays qui atteignent 15% en fait de leur budget attribué au secteur de la santé. Donc dans ce contexte-là, et malgré les difficultés aussi qui sont celles des pays donateurs, eh bien ceci et l'ensemble du conseil d'administration a décidé d'augmenter, et pour la première fois de manière très significative, le seuil d'éligibilité. Ce qui veut dire, de conséquence, certains pays qui devaient transitionner vont en fait revenir en ce qu'on appelle en phase de transition préparatoire. Et puis certains pays
qui avaient transitionné. Donc, parmi les 19 pays, il y a deux, Timor-Leste et l'Angola, qui vont redevenir éligibles. Et l'Angola, c'est essentiellement parce que le seuil d'éligibilité a été augmenté. Alors maintenant, pour être concis et pour aller directement sur la problématique sur laquelle vous nous avez interrogé, ainsi que nos collègues responsables des programmes, soit au Népal et en Guinée. Quelles peuvent être d'autres approches pour permettre de répondre à ces défis de financement? Alors, en ce qui concerne la vaccination, une approche vraiment importante et sur laquelle Gavi va tâcher avec les partenaires de l'Alliance Gavi, avec nos partenaires de l'OMS, de l'UNICEF, mais aussi d'autres partenaires qui soutiennent les pays dans la gestion de leur programme de vaccination. Il y a un effort beaucoup plus important qui va être mené pour accompagner les perspectives de ce qu'on appelle l'optimisation des portefeuilles de vaccins. Et ça, c'est vraiment important parce que avant même d'aller viser une augmentation des ressources, et qui n'est pas toujours simple, que ce soit les ressources domestiques ou des ressources externes, c'est important toujours de revoir l'efficacité déjà des dépenses existantes. Or, en matière de vaccination, il existe des opportunités pour revoir le portefeuille de vaccins, considérer s'il peut y avoir des opportunités pour envisager un switch, comme on dit en anglais, un changement de vaccin avec certains produits qui peuvent avoir un plus fort coût-efficacité. Donc, et bien sûr, dans ce travail de revue des portefeuilles de vaccins, il est important de regarder les implications financières, mais les implications aussi programmatiques. C'est très loin d'être neutre. Par exemple, pour être très concret, sur un vaccin comme le vaccin pneumococcique conjugué, le PCV, les réductions de coûts en fonction des produits choisis par les pays peuvent aller de l'ordre de 30 à 35% des coûts. Donc, c'est déjà une opportunité très claire de pouvoir aussi répondre à ces préoccupations autour de financement, de devoir d'abord faire cette revue du portefeuille et évaluer avec les comités consultatifs, bien sûr, pour la vaccination, avec les experts, quelles peuvent être les pistes pour optimiser le portefeuille, et ça peut se traduire de façon très concrète dans une réduction des coûts des vaccins, une réduction des coûts, y compris, bien sûr, pour les pays, avec la réduction que peut entraîner ainsi cette activité en termes de cofinancement, réduction du cofinancement. Donc c'est quelque chose que je voulais aussi rappeler parce que ça va être d'autant plus important pour les pays de s'engager dans cette voie-là dans les 5 prochaines années, car Gavi est en train de préparer un changement important qui a été déjà communiqué à l'ensemble des pays éligibles, qui porte sur l'approche en termes de soutien au vaccin. Jusqu'à présent, on était largement dans un soutien qui était un peu on pourrait presque dire sur une base de premier arrivé, premier servi, avec essentiellement un soutien basé sur la demande. Or, en dépit des efforts très conséquents, et nous les remercions, des bailleurs de Gavi, les financements qui ont été mobilisés pour les 5 prochaines années ne couvrent pas l'intégralité de la demande des pays. Et donc, il est essentiel d'avoir une approche qui permette de gérer, bien sûr, les ressources disponibles. Et l'approche qui est en train d'être préparée, c'est une approche basée sur ce qu'on appelle des budgets vaccins. C'est-à-dire que de la même façon que les pays bénéficient actuellement, dans le cadre du soutien de Gavi, de la visibilité sur l'enveloppe pour la période de 5 ans en termes de soutien au renforcement de systèmes de santé, donc sur la base d'une enveloppe en dollars. De même, pour les 5 prochaines années, il y aura une enveloppe qui sera communiquée, qui sera un plafond de soutien de Gavi pour les achats de vaccins soutenus par Gavi pour les 5 prochaines années dans chaque pays. Donc ça sera
encore plus nécessaire pour les pays de procéder à cet exercice de priorisation et d'optimisation des vaccins, à la fois pour optimiser le soutien de Gavi, mais aussi pour optimiser le cofinancement national. Donc c'est la première piste certainement pour optimiser les financements. J'ajoute aussi que il y a un effort encore sans doute très important qui est à faire en termes de plaidoyer. Et on rappelait l'objectif d'Abuja. On a des situations très différentes aussi selon les pays en termes de part des dépenses nationales qui sont consacrées à la santé et à la vaccination. Et là, il est intéressant certainement de travailler avec. On a eu des exemples très concrets en travaillant avec un ensemble de partenaires assez élargi, qu'il s'agisse bien sûr des partenaires traditionnels de l'Alliance, mais aussi des organisations de la société civile, des parlementaires, pour apporter des éléments de très concrets de plaidoyer. On a la chance, avec la vaccination, d'avoir un secteur qui peut être vu non pas simplement comme des dépenses, mais des investissements, puisque les investissements en matière d'achat de vaccins vont permettre de réduire les coûts et les implications que peuvent avoir les maladies évitables par la vaccination. Donc ça, ce sont des messages qu'on peut aider aussi, Gavi, à porter auprès des ministères des Finances, en apportant aussi de façon très concrète quels sont le nombre de vies évitées avec les vaccins. Les données existent, il faut les utiliser. On s'aperçoit dans certains pays, on a eu un travail, par exemple, récemment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en soutenant le ministère de la Santé dans son engagement avec le ministère des Finances, en apportant des éléments très factuels sur non seulement les coûts, mais aussi quels sont les résultats attendus avec ces investissements qui ont permis une augmentation très conséquente des lignes budgétaires consacrées à la vaccination dans le budget de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ce sont des exemples importants. Donc, pour ça aussi, il faut être capable et on est prêt à appuyer aussi le renforcement des capacités en termes de projection de coûts, de travailler au niveau des budgets de l'État. Et puis, le dernier élément que je voulais aussi souligner, c'est dans certains cas pouvoir envisager aussi des prêts concessionnels avec les partenaires et en particulier les banques de développement. Dont la Banque mondiale. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les pays en transition accélérée, on a une part assez importante du cofinancement qui est financée par ces prêts concessionnels qui permettent d'échelonner sur une période longue, en fait, les investissements nationaux en termes de vaccination avec le soutien de partenaires comme la Banque mondiale. Aujourd'hui, 16%, en totalité, 16% des cofinancements annuels que les pays mobilisent pour les achats de vaccins soutenus par Gavi sont mobilisés à l'aide de prêts concessionnels de la Banque mondiale. Et 93% de ces financements de la Banque mondiale sur des prêts plutôt long terme sont ciblés sur les pays en transition accélérée. Donc, pour permettre justement de soutenir cette transition. Et je voulais signaler ici que au mois de juin dernier, lors du sommet pour la reconstitution des fonds de Gavi, il y a une annonce très importante qui a été faite avec 3 milliards de dollars d'engagement de ces banques multilatérales pour soutenir en particulier la transition vers l'autofinancement des pays. Et Gavi est en train de travailler notamment sur un mécanisme qu'on appelle le MDB Multiplier pour permettre des financements conjoints Gavi, Banque mondiale, avec un effet de levier auprès de la Banque mondiale qui va permettre de soutenir ces transitions. Donc voilà les compléments que je voulais ajouter et en remerciant à nouveau nos amis de la Guinée et du Népal pour les expériences nationales et les efforts qui sont faits dans leur pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Emmanuel. Je sais que vous avez un rendez-vous très important maintenant. On ne peut que vous remercier en tout cas de ça. Je pense qu'on a vraiment survolé, je pense, la thématique. Et vous savez que au-delà de ces réunions, de ces regroupements mensuels, on a également une plateforme où on partage en fait les innovations, les outils, les ressources pour que les pays puissent vraiment se projeter un petit peu plus que hier ou aujourd'hui. Je pense que vous avez annoncé quand même des éléments très très importants dans la nouvelle stratégie de 6.0 et fait des recommandations quand même de considération de mécanismes innovants de cofinancement ou de financement. Peut-être qu'on pourra vous recontacter après. Je pense qu'il y a des questions qui vous sont posées là, qu'on ne pourra pas adresser maintenant parce que vous devez partir, mais on vous les enverra. Nous vous les enverrons, pardon, excusez-moi mon français. Et ensuite, la chose qui sera intéressante peut-être, c'est de voir si vous avez des documents, des ressources, des papers, des briefing notes ou des white papers, des choses comme ça. Je pense que si il faut qu'on traduise dans plusieurs langues et qu'on mette à disposition des pays. Donc, Yann Echet et CLIC, l'ONG CLIC se met vraiment volontaire pour faciliter, rapprocher vraiment ce que vous avez au niveau global pour que ça soit vraiment compris et utilisé au niveau national et infranational des pays avec lesquels nous travaillons. Donc, encore une fois, un grand merci, Emmanuel, pour cet éclairage. On remercie à nouveau et on applaudit à nouveau nos pays et Emmanuel pour vraiment ce grand tour. Et on comprend que la problématique est assez complexe et nécessite vraiment d'aller plus en profondeur. En décembre, rejoignez-nous au CLIC 2025. On ira plus en profondeur. Il y a Thierry Vincent qui fera le déplacement à Hanoï pour représenter Gavi et qui sera dans le laboratoire d'innovation sur gouvernance et financement. Donc, je pense qu'il va vous parler avant pour qu'on puisse Je suis en contact maximiser. avec lui. Ouais. D'accord, très bien. Et puis peut-être que si nécessaire, peut-être à distance, vous pourriez aussi nous éclairer, parce qu'il y aura certainement des solutions qui seront co-conçues par les pays sur qu'est-ce qu'ils veulent faire pour justement avancer dans cette transition. Donc peut-être qu'on aura besoin de votre expertise pour nous éclairer sur est-ce que c'est la bonne direction ou non, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites de manière plus rapide. Bon, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Salutations chaleureuses à la CEO de Gavi, du secrétariat de Gavi, et on la remercie également de son intérêt pour l'innovation, pour CLIC, pour l'ensemble. Merci encore et à bientôt. Et nous, on va poursuivre, chers collègues. Merci à Merci vous. beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Donc, nous, on va poursuivre, chers collègues, hein, dans la communauté. Je sais pas, est-ce qu'on a des nouvelles de notre avocate? Non, sinon, on va avancer, hein. Je pense qu'on peut avoir un peu de réflexion. Voilà. Ah, Yes. on a raté la photo avec Emmanuel, c'est dommage. Mais maintenant, est-ce que vous pourriez ouvrir votre caméra pour qu'on prenne la photo, s'il vous plaît? Photo de groupe, comme chaque mois. On regarde si les visages changent. Est-ce que on a un visage plus éclairé et moins éclairé? Donc, on vous invite à vraiment ouvrir votre caméra pour qu'on puisse prendre cette photo. Ah, Reda, bonjour. Ça fait longtemps, comment ça va? Très bien, Dorothy. Merci et bravo hein, pour cette série d'événements. Formidable, merci beaucoup de nous rejoindre, Reda. Donc, on ouvre sa caméra, s'il vous plaît. Ming, can you manage this? Should we remove? What should we do? Yes, we remove their sharing screen. So let's wait for everyone to turn on the camera and then we take a shot. Okay. Donc, allez, Okay. ouvrez votre caméra. Prémisse, bonjour Prémisse. Prémisse, Vladimir, bonjour. Oui, Andrew, bonjour, bonjour comment Dorothy. ça va? Josué, bonjour. Ouais, ça va, ça Depuis... Ça va? Ça va, Prémisse? Ok. Dr. Kota, nice seeing your face. Mariam, bonjour. Patrick, bonjour. Ouya, bonjour du chat. Comment ça va? Il faut mettre la caméra, voilà. Comme ça, on va faire une belle photo. Ouya qui va nous rejoindre avec Dr. Balam. Bonjour, Dr. Balam. À Bonjour, Hanoï très Dorothy. bientôt. Ça va bien? Ouais, ça Très bien, va. formidable, formidable. On est très, très ravis. Donc, prenons cette photo. Donc, on fait comment? 1, 2, 3? Comment on fait?
Allez, un petit sourire, c'est bon? C'est bon? Okay. Yes, I think. Parfait, merci beaucoup. On partagera la photo également avec l'ensemble des participants. Un grand merci. Donc, what is next, Ming? Are we done or Yes, yes, we are done. Thank you, so everyone. we go to action? We need on va aller vraiment à la conclusion de cette discussion. Vous voyez que quand même on n'a pas eu le temps de tout discuter. Ça reste une thématique extrêmement importante et brûlante. We will not do the country. We do it. We will do the country reflection. How long will it take? 5 minutes, right? Yes, it's about 5 minutes, Okay. 5, 10 minutes. Okay. So I leave it to you, please, Ming. Yes. Okay. So, thank you, Dorothy. Thank you, everyone. Please, use your mobile phone to scan the QR codes on the screen that you see right now, or you can also access the link that our team will provide in the chat sections. So, this QR code and the link will lead you to a small Mentimeter survey that you can also participate and share your opinions and reflections from your country perspectives. Please take your time to scan the codes. Donc, il faut scanner le code et puis il y aura un certain nombre de questions. On veut vraiment vous écouter par rapport à ce que vous rencontrez aussi. Donc, on a entendu la Guinée déjà et le Népal, mais maintenant, on veut bien écouter d'autres pays qui s'expriment sur cette problématique de financement. Okay, participant, please share your Mentimeter screen. Thank you. Okay. So the first question is, what is the most significant financing pressure currently affecting your health or immunization system? We have some options here. First is reduce external funding, limited fiscal space, budget execution constraints, rising operational or service delivery costs, or other. Well, I see a lot of respondents in reduced external funding and also limited fiscal space as well. Let's take a very quick choice in this question because we still have some others as well. Right, so reduce external funding, it seems to be the highest one. Okay. Wow, that's a lot. That is very decisive distinguish between the first and the second options here. All right. All right, let's move on to the next question. So, which financing mechanism is most relevant for your countries as donor support declines? Here we have domestic resource mobilizations, health taxes, food procurements, catalytic transition fund, debt for health swap, and blended finances. So please reflect on the strategies, the approach that your ministries of health have implemented or plan to implement or prioritize. Okay, we're starting to see some answers here. Full procurements and blended finance. Oh, domestic resources starts showing. Okay, it seems like we have more domestic resources approach and also pool procurements. Please, everyone, please share your answers, and we can also comment on that if you would like to share more on your perspectives at the end of this activity. All right, domestic resources is the leading approach.
Okay, let's move on to the next question. Okay, so this is an open questions. What is your country most urgent need to ensure a just and sustainable financing transitions? You can type in a word, a phrase, a very short one, share with everyone. What is the most urgent need to ensure a just and sustainable financing transition? It seems like this question is really making people thinking about it. Still have not seen an answer. This one takes quite some time. A minute. I see some answer in the chat section, I think. Oh, good governance. Très important, la bonne gouvernance, le leadership. Yes, indeed. Et probablement un commentaire qui avait été fait Oh, aussi par okay. Emmanuel, hein, c'est augmenter les capacités des pays à plaider, à pouvoir faire des projections de leurs besoins également, pour pouvoir mieux négocier avec le gouvernement, hein, sur les investissements vaccination. Mhm. Building capacity is really important to have a good financing governance mechanisms and practices as well. Right? Is there anyone typing the answer? Okay, we can move on to the next one then. Okay, this is the last question. Let's state one change that would most improve equity and justice-oriented financing in your country. Say, it could be an innovative change or transformation or strategies that you believe that create significant impacts to the public financial management of the health system. Okay, we have seen here listening to health workers at the local levels. Yes, this is very important. Integrating the grassroots, frontline health workers is really important to ensure that the health budgeting reflects the reality and meet the needs of the worker, the backbone of the health system. Ming, we will need to Yes. go faster All because right. we are coming at the end. I think it's already 11:30 Yes. in France. So Okay. in Africa, almost the same time, 10:30 or 9:30, depending on the country. So can we close? I mean, it's very important that we are closing with what would be, I mean, Okay. Accountability, transparency, and ethical leadership. on va clôturer, je pense, maintenant parce que on va vous envoyer ce petit test, ce petit questionnaire. Hein. Comme ça, vous pourrez le faire également à distance. On va compléter l'ensemble. Pour des raisons de timing, on doit clôturer puisque vous êtes aussi occupé. Donc, on va Okay. aller directement à la fin. Hein. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Yes. So let's move on to the last slide. This is the conclusion slide, please, Ming. I suggest that Ming, we are sharing this consultation tool to the participant afterward, and we need to ask the name of the country because it's interesting to see the type of answer because of the country. Otherwise, it's very broad. So thank you very much. Donc là, en fait, en conclusion, je pense que le sujet est vraiment
la pérennisation financière du programme de vaccination, la redevabilité, la justice en santé, au-delà même de la problématique de l'équité, hein. L'équité, c'est juste une aspiration, mais il n'y a pas de cadre juridique. Il y a peut-être un cadre politique, mais qui ne donne pas forcément derrière un budget ou des financements. Donc, il faut vraiment réfléchir, on va dire, un petit peu en dehors des sentiers battus pour être sûr que nous impliquerons véritablement toutes les parties prenantes pour nous assurer de la continuité du programme. Dans tous les cas, on a trois engagements, hein, qui se dégagent quand même de ce que nous avons entendu des pays, du secrétariat d'IAVI également. C'est que probablement les pays devraient choisir 2 à 3 mécanismes réalistes, hein. Vous voyez que les deux pays qui ont présenté, ils sont vraiment allés progressivement, ils ont testé des mécanismes. La problématique maintenant de l'institutionnalisation se pose, mais quand même, il y a eu une première étape. Le deuxième engagement qui ressort quand même de la conversation, c'est qu'il y a quand même une participation ou une participation et à la fois une dépendance importante des pays à l'aide externe. Euh, donc ça, c'est aussi de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que les pays doivent diriger, ou est-ce que c'est les partenaires financiers qui vont, comment dire, décider des priorités nationales. Donc ça, il faut vraiment que la question du leadership, de la bonne gouvernance du pays se pose, hein. Quand on diversifie aussi les sources de financement, il faut pouvoir bien gérer. Et le troisième engagement important dans notre conversation, c'était que finalement, même si on a un engagement politique, la justice ou le cadre légal permet de guider chaque décision financière. Donc, le directeur finance et pérennisation de la vaccination du secrétariat Gavi a bien expliqué que aussi il y avait un travail, une capacité au niveau du pays à pouvoir faire comment dire, des projections, des estimations en termes de besoins d'argent, d'investissement pour la vaccination. Donc, il y a vraiment à la fois une capacité à mettre en place, mais aussi la notion de justice pour surtout pas reculer et surtout ne pas perdre tous les acquis que les pays ont eu à avoir durant toutes ces années d'investissement dans la vaccination avec l'appui d'IAVI et d'autres partenaires. Donc j'espère que vous êtes les ambassadeurs, hein, aussi de ce que nous disons, comment vous reportez ça auprès de vos collègues. Et j'espère qu'ensemble, on pourra construire des systèmes de santé souverains. Ça me semble extrêmement important que le pays est souverain, équitable et résilient au travers de cette justice en santé. Donc, chers collègues, je vous remercie. Nous vous remercions tous. Je remercie l'équipe de Ganeshed, hein, qui a préparé ce KIA très, 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 très important. Les pays qui ont partagé également. Emmanuel, qui a vraiment fait des recommandations extrêmement importantes. Et puis, vous-même, hein, participants, vous qui êtes dans cette dynamique, un grand merci à vous tous. On remercie Marie. J'oublie souvent de la remercier à la fin, mais un grand merci à Marie qui est toujours au rendez-vous pour nous accompagner dans l'interprétation simultanée. Merci beaucoup. C'est pas toujours facile, mais merci beaucoup. Et à très bientôt. N'oubliez pas que du 9 au 11 décembre, il y aura cet événement qui s'appelle le CLIC 2025, qui est un laboratoire d'innovation qui aura lieu à Hanoï au Vietnam. Des participants seront en ligne, mais aussi en présentiel. Donc, des pays nous rejoindront, des donateurs, des chercheurs, des innovateurs. Donc, venez tous nombreux et on pourra poursuivre aussi cette conversation. Sachez que c'est le dernier clic de l'année 2025, puisque le KIA, c'est le dernier KIA de l'année 2025, puisque le clic sera en décembre, donc on ne va pas répéter le KIA puisqu'on aura la même conversation dans le laboratoire d'innovation CLIC 2025. Un grand merci à tout le monde, bon courage à tous et n'hésitez pas à partager avec nous des idées d'innovation que vous voulez qu'on discute ou des problématiques que vous souhaitez qu'on discute au cours d'essais KIA et des laboratoires d'innovation. Un grand merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Thank you, everyone.
Have a good Merci. day. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci, Maman Zéro Dose. Merci, Papa Zéro Dose. Ça va bien, mon homonyme est là. J'espère que mon Ça a été homonyme t'a préparé ta plaisir. valise, hein. La valise est prête? Oui, on est là-dessus. D'accord, c'est bien. Très bien. On vous attend en tout cas. Merci, hein. À très Merci bientôt. bien. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée à vous. Merci, Bonne bon journée. week-end. Merci. Allez, bon week-end, merci. Bonne journée. Merci et bonne journée à tout le monde.